Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de Je C'était Podcast. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro spécial dans lequel nous allons reparcourir les moments forts de 2024 sur le circuit féminin, les stars qui se sont révélées, les changements qui ont marqué la saison. Et pour m'accompagner sur ce bilan 2024, j'accueille celui qui vous a certainement manqué autant qu'à moi, celui qui connaît mieux le circuit WTA que n'importe qui, puisqu'il y a passé une bonne vingtaine de semaines cette année. Philippe Dehaze, dois-je encore le présenter? Bonjour Christelle, bonjour à tous. Top. Merci à vous d'être à l'écoute. Phil est prêt, je suis prête, c'est parti, allons-y. C'est un grand honneur là que j'ai de me retrouver devant toi. Il n'y a pas d'écran interposé entre nous, pas de hachurage de visage, de connexion foireuse. Perdue. On est bien l'un en face de l'autre. Je me suis quand même inquiétée de savoir si tu allais sortir de Chine. Oui. Parce qu'on a enregistré 2 podcasts, on n'arrivait pas à s'échanger les fichiers parce que c'était un peu dangereux ce qu'on racontait. Oui, probablement. Pas évident. Non, ils contrôlent beaucoup l'information en Chine. Mais on s'en est quand même bien sorti au final. Il a fallu se battre, mais on s'en est sorti. Voilà, et je te retrouve après cette tournée asiatique. Oui. Enfin, entre-temps, t'es quand même resté un peu à la maison pour te reposer. Ça va maintenant? Tu vas bien? C'est là que je dois répondre. Ça va moyen, puisque j'ai fait, comme tu le sais, une hernie discale juste après Wimbledon. Et tu sais comment ça va, nous les indépendants, il aurait fallu que je récupère et que je me repose un peu plus, ce que je n'ai pas fait, donc je suis parti en Chine, et c'est en Chine que j'ai fait une récidive de cette hernie discale. Donc là, j'essaie de me tenir bien droit, pour ceux qui nous regardent. Mais non, honnêtement, je suis complètement à l'arrêt. Je me suis fait opérer la semaine dernière, et je vais devoir vraiment lever le pied sur l'année 2025. Donc, quelques petits changements professionnels pour moi, mais qui sont liés à ces petits soucis de santé. Ça a recommencé un peu trop vite, si j'ai bien compris. Oui, mais c'est toujours la même chose, c'est qu'on est un peu rattrapé par la pression du calendrier, qu'on se sent en mission. On a un joueur qui a besoin d'aide et que les entraîneurs se sont toujours... on est tous les mêmes, ça veut dire qu'on ne s'écoute pas. On est toujours à l'écoute des autres, disponible pour les autres, et on néglige complètement notre bien-être, qu'il soit psychologique ou physique. Il y a ce sens du sacrifice, de la disponibilité qui est là, qui fait partie du taf, et je ne me suis pas écouté. J'aurais dû écouter Sophie, ma chère et tendre épouse, qui me disait chaque jour ne bouge pas. Et toujours moi je disais mais si, il faut presque toujours écouter les femmes. Mais voilà, j'en veux un peu au corps médical dans son manque d'information. Je pense que si le médecin m'avait regardé dans les yeux, s'il m'avait dit Philippe, attention, ça doit cicatriser. Alors même si t'as plus mal, ça ne signifie pas que t'es guéri. Je pense que si on m'avait parlé comme ça, plus clairement, j'aurais probablement fait plus attention. Mais moi, je me suis échappé dès que je me dis oh ça va, j'ai plus mal, tout va bien, et je me suis enfoui, ce que j'aurais pas dû faire, et ça m'a rattrapé. Et voilà, maintenant, conclusion, il est à l'arrêt. Complètement. Il fait mal au cœur tellement sous sa couverture blanche. Sous mon plaid et mes pantoufles. Et ses sudoku, il a des sudoku en plus. Des points reliés. Donc il est vraiment loin le fil. Mais il est là pour fidèlement, comme d'habitude, pour Je C'était Podcast, parce que parler de tennis, ça il sait encore faire. Ça je sais faire encore. Ah, mais écoute, ça, c'est top. Et justement, comment s'est passée cette tournée asiatique avec Grete Minen cette fin d'année où elle est redescendue un petit peu au classement? Oui. Parce qu'elle avait encore beaucoup de points à défendre en fin d'année. Elle avait beaucoup de points à défendre. Alors, c'est une tournée qui est compliquée parce que c'est des gros tournois. Donc moi, je trouve que ça s'est bien passé. L'objectif, c'était de ramener 100 points. Elle en a ramené 95, je pense. Donc, objectif atteint. Donc pour moi, la tournée, c'était une bonne tournée. Elle a quelques belles victoires à son actif là-bas. Je pense à Andreescu. Alors Andreescu, c'est pas la Andreescu non plus qui était top 5 mondial. On sait qu'elle se cherche un peu, qu'elle a un peu du mal à retrouver le rythme, mais ça reste quand même Andreescu et ça reste quand même un adversaire difficile à battre. Elle a battu la grande sœur Erika. Oui, Andreeva, pardon. J'ai Andreeva qui était une belle victoire aussi. Ouais. Donc elle termine l'année moins bien classée que l'année passée. Mais si tu te souviens, tu peux revenir en arrière sur les podcasts, c'est exactement ce que j'avais anticipé. Mais elle termine l'année en étant une meilleure joueuse de tennis.
Donc ça, c'est important de le savoir, c'est que le classement... Tu veux dire quoi par là? Ça veut dire qu'elle est meilleure en étant classée 90 que quand elle était 59. Ok. Ça, c'est sûr. Et je suis sûr que l'année prochaine, pour elle, va être une année beaucoup plus facile déjà mentalement parce qu'il y a moins de points à défendre. Et on connaît toujours la problématique de ces points à défendre. Parce qu'elle a fait, et ça, c'est le challenge numéro 2 qu'elle a réussi à faire. Et mon Dieu, c'était pas facile pendant l'année, mais c'était de faire que des tournois WTA. Elle n'a pas fait un seul tournoi ITF. Et là, bravo à elle, parce que plusieurs fois dans l'année, quand tu sens que c'est difficile et que les victoires sont pas là, tu as un peu tendance à vouloir aller chercher les victoires, chercher les points là où c'est plus facile. Mais elle a accepté de ne pas prendre cette option-là, qui explique aussi que son ranking est un peu plus bas. Mais elle a appris, donc elle a eu que des matchs contre des filles qui jouent bien, et automatiquement quand on joue contre les fortes, eh bien le niveau monte, hein, ça c'est logique. Donc c'est pour ça que je suis très très enthousiaste de voir ce qui va se passer l'année prochaine, avec un début d'année où elle n'a pas gagné un match en Australie les 3 dernières années. Je me souviens. Tu te souviens de ça? Ici, on a changé complètement l'approche sur la fin de l'année. Alors c'est dur pour moi parce que je suis dans mon lit, mais donc il y a un bloc de 6 semaines de préparation foncière qui a été mis en place. On a engagé un nouvel entraîneur physique. Donc elle travaille comme une damnée. Je suis sûr que l'année va... Je vais m'avancer un tout petit peu, mais je suis sûr qu'elle terminera au moins 50 au monde l'année prochaine. C'est ça, quand tu dis elle est une autre, quand tu dis elle est une nouvelle joueuse de tennis, c'est sur quelle perspective? D'abord, on est en train de compenser un peu les manques au niveau physique. Les meilleures sont très très fortes physiquement. Donc ça c'est la première chose, et la deuxième chose c'est que, alors c'est lié avec ses lacunes physiques aussi, mais elle est aujourd'hui, il a fallu travailler sa capacité à rester plus longtemps dans le point sans rater, parce que Kate Millen c'est une attaquante, mais moi j'aime dire que pour être une bonne attaquante il faut d'abord être capable de défendre, parce que si tu n'es pas capable de défendre, tu n'as jamais la balle courte pour attaquer. Donc si tu rates trop vite, tu peux être la meilleure attaquante au monde. Si tu n'es pas capable de garder la balle dans le terrain, tu n'attaques jamais. Donc c'est ce qui lui a manqué de temps en temps sur certains matchs. Ah oui, tout à fait. D'attendre en fait, d'être patiente. D'être un peu, ou de donner le point un tout petit peu trop vite, et notamment en revers, et spécifiquement sur son appui ouvert en revers. Quand elle arrive un peu en retard, c'est quelque chose qu'elle avait et qui reste une petite lacune, mais qu'on est en train de travailler maintenant pour être capable, quand elle se fait malmener, de rester dans l'échange, de rester dans le point, de patienter 3, 4, 5 frappes, mais pas juste la ramener, c'est ramener la balle avec de la qualité, avec de la longueur, avec de la vitesse. Donc c'est tout ça qui est en train de se mettre en place, et quand elle sera meilleure là dans son jeu de défense, parce que son jeu d'attaque c'est très instinctif, elle sera plus performante. Aussi à développer bien sûr son envie d'aller vers l'avant encore plus. Elle sait qu'elle doit le faire, mais elle n'a pas osé le faire systématiquement. Donc c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps aussi à la volée, pour que la volée devienne un coup ordinaire. Donc oui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, hein, même si le classement est élevé, même si on se dit waouh, elle joue déjà très bien, en fait quand tu creuses un tout petit peu, il y a quand même toujours plein de choses à faire. Et là, il faut être capable de les faire aussi. Alors il faut être capable de les faire, mais elle a pris conscience qu'il y avait ces lacunes. Elle a très très envie de monter au classement. Elle est très très motivée, et donc elle a dû prendre cette décision qui était une décision difficile, de ne pas aller en Chine jouer la Billie Jean King Cup. Oui, c'est vrai. Parce que si elle avait dû faire ça, donc on a quitté Guangzhou. Il aurait fallu revenir à Guangzhou 2 semaines après. Mais si tu fais ça, il y a cette latence entre les 2 semaines où tu t'entraînes, mais tu te reposes. Puis tu vas faire la Fed Cup. Puis il te faut 1 semaine pour récupérer. Donc c'est 4 semaines que tu perds. Et tu n'as pas de vacances. Alors, rajoute la semaine de vacances. Tu es à 5 semaines. Il te reste 2 semaines pour t'entraîner avant de partir en Australie. Ça ne fonctionne pas. Donc elle a pris cette décision qui était difficile pour elle de ne pas faire la Fed Cup, enfin la Billie Jean King Cup, et de prendre le bloc de 6 semaines pour faire tout ce travail qu'elle est en train de faire maintenant. Dimanche, elle s'envole à Tenerife pour un peu s'entraîner à l'extérieur, ce qu'elle n'avait pas fait les années précédentes non plus. Donc voilà, on a changé la stratégie, on a mis des choses en place. Moi, je suis très frustré parce que malheureusement, je ne sais pas faire grand-chose de mon lit. Ce qui va aussi être, ça aura un impact l'année prochaine. On verra un tout petit peu plus tard, mais elle va progresser ici. Le plus important, c'est pas moi, c'est qu'elle avance et elle fait tout pour.
Ouais. Oui, c'est vrai que cette Billie Jean King Cup, on sait à quel point ça lui tient à cœur, Grete. Oui. Ça a dû être assez douloureux pour elle de faire ce choix-là. Et surtout quand on voit le résultat. Ah oui, on n'est pas passé loin. Hein. C'était inespéré, presque. Oui, on le perd dans le double décisif. Oui. Hanne et Sofia font du super boulot en gagnant leurs 2 simples. Oui. Et puis, ça se joue au double décisif. Et là, Hanne et Sofia n'ont pas spécialement l'expérience face à des bonnes joueuses de double. Je pense que Kimberley Zimmerman a manqué. Bien sûr. À la composition de l'équipe. C'est quand même une spécialiste du double qui a été 39e mondiale. Et Grete, évidemment, aussi. Elise, n'en parlons pas. On aurait pu aller le chercher, quoi. Oui, parce que mon avis, le capitaine a sous-estimé, c'est que la Chine n'allait pas se présenter avec ses meilleurs, avec le meilleur effectif non plus. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les meilleurs n'ont pas été. Il y en avait une qui devait être là et qui, au dernier moment, s'est retirée une top 50. Hein. Bon, ça, oui, on ne pouvait peut-être pas le savoir. Après, il y a Wang qui était la plus forte, qui joue bien, mais voilà, qui n'était pas imbattable, on l'a vu d'ailleurs. Et nous, on n'est pas partis. Il y a eu la sélection de Isaline Bonaventure, qui reste pour moi un gros point d'interrogation, à la place d'une Kimberley, évidemment, Zimmerman. Je trouvais ça pas spécialement justifié parce que je pense que elle se prépare pour l'Australie. Oui, voilà, mais il y a un manque de compétition quand même évidente. Kim, elle était en Asie, elle était sur place. Hein. Oui. Elle aurait pu très bien attendre l'équipe 10 jours et puis elle était sur place, elle avait du jeu. Voilà, ça c'est des choix stratégiques qu'il faut respecter. Et nous on pris pour l'expérience aussi, Isaline, pour qu'elle soit un peu la nounou, la maman de ces petites jeunes qui débarque. Et Yelin aussi, Yelin Van Droom, c'était bien de vouloir l'intégrer au groupe, mais peut-être il fallu le faire en Belgique, sur une rencontre comme on a eu contre la Hongrie, quand Sofia, justement, je pense, était venue rejoindre l'équipe avec Grete et Janina à l'époque. Est-ce qu'il fallait la prendre ici en Chine ? En tout cas, c'est sûr que je pense qu'il aurait fallu que Kimberley soit du voyage. Comme spécialiste de double, quand on voit la tournure du truc, on peut se poser la question. Après, l'excuse de l'expérience, quand tu analyses le truc, elle revient à chaque fois. Donc ça veut dire que quand on prend les plus jeunes, on se dit oui, mais on prend les plus jeunes pour l'expérience, parce qu'elles doivent apprendre, pour justifier un choix de ne pas prendre une autre. Et puis quand on prend les plus vieux, on dit oui, mais c'est pour l'expérience. C'est pour que les autres puissent apprendre pour justifier le fait de... Donc, la non-sélection de certains cadres est souvent justifiée par l'expérience. Et l'expérience, c'est un peu l'excuse bateau, quoi. Ouais. Parce que tu l'utilises dans les deux cas. C'est vrai qu'Isaline a de l'expérience et qu'elle peut apporter son expérience dans une équipe. Oui, ok, très vrai, très, très juste. Et c'est vrai que les jeunes ont besoin de jouer aussi à un moment donné, donc elles ont aussi besoin d'expérience. Enfin, tout ça pour dire que ça me paraît pas spécialement très cohérent de justifier le fait de ne pas avoir mis dans la configuration avec pas Elise Mertens, pas Grete Minen, de ne pas avoir mis Kimberley dans l'équipe. Mais bon, ça n'engage que moi et c'est pas moi qui suis le capitaine et je le serai probablement jamais. Et Kimberley est l'invitée de mon podcast dans quelques jours. J'ai pu la rencontrer, donc vous l'entendrez justement. Je vais lui poser la question, je vais lui demander un petit peu de me donner son avis. Elle est évidemment fort déçue par sa non-sélection. Vous l'entendrez évidemment. Alors Phil, je te propose de passer. J'ai perdu ma feuille entre-temps, puisqu'on ne fait plus n'importe quoi, on est filmé. Non, on est filmé, oui. Donc attention, toi, si tu dois te lever, lève-toi. Hein. Je dois avoir une position très relâchée. Voilà. Alors, je disais en présentation que j'aimerais bien qu'on fasse un petit peu le bilan 2024, évoquer cette actualité. Et elle a mal terminé, cette année 2024, avec cette affaire de dopage qui secoue une nouvelle fois la planète tennis après Jannik Sinner. On a appris le 28 novembre dernier qu'Iga Swiatek, la polonaise, qui a été numéro 1 mondial pratiquement toute l'année, avait été testée positive à la triméthazidine. Swiatek a terminé l'année 2e mondiale derrière Sabalenka, mais quand elle a été testée lors d'un contrôle hors compétition le 12 août dernier, elle était encore numéro 1. Alors suspendue provisoirement le 22 septembre, Iga Swiatek a accepté la suspension d'1 mois qui lui était proposée et qui a été purgée entre le 22 septembre et le 12 octobre.
La Polonaise, qui est coachée par Wim Fissette depuis peu, avait légalement 10 jours pour interjeter appel, ce qu'elle a fait. Et l'enquête menée par l'Agence internationale pour l'intégrité a admis que la contamination n'était pas intentionnelle et qu'aucune faute ou négligence n'avait été commise par la joueuse. La contamination serait due à l'absorption d'un médicament contenant de la mélatonine, fabriqué et vendu en Pologne, et que la joueuse prenait contre les problèmes de sommeil et le jet lag. Alors, on a également appris par l'ITIA, donc cette fameuse instance, l'Agence pour l'intégrité, que Swiatek avait manqué 3 tournois en septembre et en octobre en raison de cette suspension pour dopage. Le WTA 500 de Séoul, les 2 WTA 1000 de Chine et de Wuhan. Et la raison de ces forfaits à l'époque n'avait pas été communiqué. Alors, c'est un sacré coup de tonnerre. Simona Halep a partagé sur ses réseaux sociaux, d'ailleurs, sa colère en dénonçant fermement l'attitude de l'Agence internationale pour l'intégrité. Je rappelle que Simona Halep avait été contrôlée positive en 2022. Elle avait été initialement suspendue 4 ans par cet organe de contrôle, l'ITIA, et la sanction avait ensuite été réduite à 9 mois par le tribunal arbitral du sport. Mais l'ancienne numéro 1 mondiale ne comprend pas l'énorme différence entre sa sanction prononcée à son égard en 2022 et celle infligée aujourd'hui à Iga Swiatek, la numéro 2 mondiale. Voilà, elle a juste écrit « Je me demande pourquoi une telle différence de traitement et de jugement. Je ne trouve pas et je ne pense pas qu'il puisse y avoir une réponse logique. Il ne peut s'agir que de mauvaise volonté de la part de l'ITIA, l'organisation qui a tout fait pour me détruire malgré l'évidence. Elle a voulu à tout prix détruire les dernières années de ma carrière. J'ai perdu 2 ans, j'ai souffert, je souffre et je souffrirai peut-être toujours de l'injustice qui m'a été faite. » Voilà, alors on comprend évidemment frustration de Simona Halep. Quel est ton avis sur la question par rapport à Iga Swiatek ? J'ai surtout été impacté par ça, le témoignage de Simona Halep, et à juste titre, et je pense à Sinner, et je crains malheureusement qu'il y a quand même chaque fois 2 poids, 2 mesures. Voilà encore une fois probablement la preuve que le classement est un élément déterminant pour sanctionner un peu plus ou un peu moins les joueurs. Je pense que c'est la réalité. On l'a vu avec Sinner. Personne n'a compris pourquoi on a laissé Sinner continuer à jouer les compétitions. Et ici, Iga, en tant que numéro 1 ou numéro 2, importe peu, on retrouve un peu la même configuration. Alors, mon avis, j'en ai pas vraiment parce que ça me dépasse en fait. Tu vois, je sais pas quoi dire. Je sais pas comment ça fonctionne et je ne sais pas à quoi il joue. Je pense sincèrement qu'il y a un manque d'intégrité. Ça, j'en suis convaincu. Mais en fait, c'est surtout le fait que l'entourage, que ce soit de Jannik Sinner et d'Iga Swiatek, avait les moyens d'enquêter assez rapidement, puisqu'ils ont 10 jours pour faire appel, pour trouver la cause de la contamination. Ce qui n'a peut-être pas été le cas Simona Halep, tu vas me dire, elle est aussi bien entourée, c'était Patrick Mouratoglou. Ils s'en sont rendus compte trop tard. Le fait que ça a été caché, moi c'est ça qui me dérange le plus, c'est qu'on vient avec ces histoires-là, que ce soit dans le cas Sinner, que ce soit dans le cas Halep, 2 mois, 3 mois après, en disant ben voilà, pourquoi elle n'était pas là. Oui, et puis tiens, en fait, elle a arrêté, on a oublié de vous le dire, mais elle était prise pour dopage. Ce qui me surprend dans son explication, mais bon, l'agence internationale a validé l'excuse, mais je sais que je le vois quotidiennement avec une Kriet Minen qui est 90 au monde ou 80, je veux dire qui fait pas la une des journaux tous les jours. Il n'y a pas un médicament ou un produit hors alimentation de tous les jours qu'elle prend sans double checker qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit sur la liste, parce que les joueurs de tennis reçoivent la liste qui est un peu modifiée chaque année. Donc cette liste, elle est avec eux. Et donc, il y a un contrôle qui est fait systématiquement. Il n'y a pas une aspirine, enfin, je ne sais pas, ou un antidouleur qu'elle prend qui n'est pas validé, quoi. Quoi, validé par un médecin ou non, bien validé, c'est elle qui regarde oui, c'est ça, validé par cette liste, si tu veux. Donc, eux qui sont numéro 1 et numéro 2 mondiaux, entourés par une ribambelle de kinés, médecins, soigneurs, etc., prennent des choses qui vont à l'encontre des règles. Moi, ça me surprend.
Ça me surprend que le kiné de Sinner, il n'avait pas l'information que sa crème contenait je ne sais plus très bien quoi comme produit. En tout cas, pas qu'elle allait intégrer son corps et qu'il allait redonner... Oui, voilà, donc prenons... Oui, c'est ça. Parce que... Blablabla. Mais... Donc moi, c'est juste ça, tu vois, je trouve que c'est surprenant d'être à ce niveau-là et d'être surpris de, tiens, j'ai pris un truc que je pouvais pas prendre. Mais le tennis en prend un sacré coup, en tout cas. Parce que là, on parle de la numéro 1 mondiale. Oui, oui. Soi-disant, oui, 2, mais parce que Sabalenka a pu passer devant du fait qu'elle n'était pas là toute la fin de saison. Et Sinner, qui est numéro 1. Oui. Donc, c'est pas pique et mique, pour reprendre ton expression. Tiche et tuche. Oui, mais maintenant, bon voilà, les gens vont oublier et puis les semaines vont continuer et puis. Tu crois ça ? Enfin, je dis ça, mais Sinner, sa réputation en a quand même pris un sérieux coup. Le dopage est dans le sport, on le sait, Christelle, hein, dans tous les sports. Hein. Ouais. Il y a tellement d'argent, tu vois, en jeu, on sait qu'il y en aura toujours, quoi. Donc. J'ai du mal à croire que ces personnes puissent être impliquées dans des affaires de dopage, vraiment. Mais de nouveau, effectivement, tu sais pas. On sait pas, et on sait pas ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui est numéro 3, numéro 4, numéro 2 et qui veut absolument être numéro 1, tu vois, et puis il manque quelque chose et tu dis mais je suis là, mais allez, et puis on prend la petite pilule bleue et ça va aller. Pas la bleue, hein. Ah non, pas la bleue. Pas pour Iga en tous les cas. Non mais tu vois, je sais pas, c'est impossible hein, quand ils sont rattrapés comme ça par des ambitions démesurées. Est-ce que la fin justifie les moyens ? C'est un beau débat. Hein. Ouais. Bon, mais pour parler du sport du vrai, on va revenir sur cette année 2024, la fin d'année qui a été plutôt surprenante. Je le disais, c'est Sabalenka qui termine en tête et pas Swiatek. Au Masters, c'est Coco Gauff qui s'est imposé. C'est mérité pour Sabalenka de prendre la place du numéro 1 mondial. Tu penses qu'elle a sa place là ou c'est parce qu'elle a profité du fait que Swiatek n'a pas disputé un certain nombre de tournois en fin d'année ? Non, elle a clairement sa place. Hein. Quand tu vois ce qu'elle a fait cette année, elle a gagné. Elle commence en faisant finale à Brisbane. Elle gagne l'Australie derrière. De mémoire... sur sa campagne sur terre battue incroyable, elle fait finale à Madrid, finale où elle gagne Rome, enfin les deux elle joue très très bien là. Derrière elle gagne encore elle gagne Cincinnati, elle gagne l'US Open. Elle a gagné toute l'année, tout le temps, sur les deux surfaces, donc c'est amplement justifié évidemment. Alors qu'elle a eu une année compliquée apparemment, hein, avec le décès de son ex-copain. Oui. Et donc psychologiquement, ça n'a quand même pas dû être super facile. Mais c'est vrai que Sabalenka, elle a aussi évolué un tout petit peu dans certains aspects de son jeu. On voit qu'elle essaye d'introduire, alors je rigole, mais elle essaye d'introduire un petit peu de variation. Mais c'est surtout mentalement aussi, j'ai l'impression qu'elle a quand même pas mal évolué. Mais elle progresse, t'as raison, on commence à la voir un peu slice et on la voit venir un peu plus à la volée. Elle a eu un gros problème de service qu'elle a vraiment réglé aussi. Ouais, alors là, chapeau. Hein. Et puis moi je le vois sur les tournois, c'est la première arrivée et la dernière qui part. Elle travaille sans cesse. Elle passe des heures dans la salle, elle passe des heures sur le terrain. Donc ce titre-là, il est amplement mérité et tout à fait justifié. Mais au niveau, on a l'impression qu'elle a pris du coffre. Oui, alors elle était déjà très costaud. Mais c'est un athlète. Elle est absolument phénoménale. Hein, elle est très très costaud. Elle frappe plus fort que les garçons sur certains coups. Oui. Et c'est ce qui la rend difficile parce que c'est pas la richesse de son jeu au départ qui lui permet de gagner des matchs. Elle gagne des matchs parce que elle marche physiquement sur ses adversaires. C'est comme ça qu'elle les gagne les matchs. Et c'est pour ça qu'on s'esclaffe un tout petit peu en disant elle peut faire un slice. Elle est montée à la volée. Mais elle est tellement puissante que c'est ça qui fait qu'elle est imbattable. Et elle fera toujours des années puisque les autres sont tellement en dessous, à part une Iga Swiatek, à part une Coco Gauff, évidemment, et une Rybakina, qui sont les trois seuls, à mon avis, qui peuvent rivaliser physiquement avec elle. Et Zheng, non ? Oui, pas physiquement, mais Zheng au niveau de la puissance. Oui, mais c'est pas aussi puissant que les trois que je viens de citer. Donc c'est pour ça qu'elle sera toujours dans les meilleurs et qu'elle gagnera toujours beaucoup de tournois. Elle est vraiment meilleure que toutes les autres.
Ouais. Alors, Iga Swiatek, elle venait au Masters à Riyad pour remporter, clairement retrouver son titre de numéro 1 mondial. Ça, c'était sa seule intention. Évidemment, après avoir perdu en quart de finale à l'US Open, il y a eu une certaine déception. Donc, elle s'est séparée de son entraîneur Tomas Witorovski début octobre. Et puis, elle avait dit qu'elle allait se donner un peu de temps de réflexion avant de revenir. Bon, maintenant, on comprend mieux pourquoi. Bah oui. Elle s'est donné un peu de temps de réflexion pendant un mois complet. Mais donc, elle est arrivée à Riyad sans beaucoup de repères. Et sur ce Masters, qu'est-ce qui lui a manqué à Iga Swiatek, parce qu'elle n'a pas été qualifiée pour les demi-finales malgré 2 victoires sur Krejcikova et sur Kasatkina, venue remplacer au pied levé Jessica Pegula. Elle a été battue par Coco Gauff alors qu'elle domine largement normalement l'américaine dans leur confrontation. Et c'est marrant, Swiatek a battu 11 fois Coco Gauff en 12 confrontations. Ça, c'est la stat. Mais comme Krejcikova a gagné son dernier match de poule face à Coco Gauff, eh bien, elle a éjecté Swiatek de la poule. La Polonaise avait déjà été éliminée dès la phase de poule du Masters en 2021. En 2022, elle s'était inclinée en demi-finale contre Sabalenka avant de décrocher le titre en 2023. Mais donc, oui, Swiatek, même pour 2025... elle n'est peut-être pas la grande favorite en Australie maintenant que Sabalenka est devant et que son jeu sur dur est peut-être un peu moins efficace que sur terre. Il lui a manqué probablement un peu de match en arrivant à Riyad, certainement un peu de rythme, voilà, parce qu'il n'y a rien à faire, il faut jouer des matchs pour retrouver, tu vois, un peu les habitudes. Donc moi, je dirais s'il y a un élément d'explication, c'est celui-là. Mais elle va arriver en 2025, le couteau entre les dents, et elle fera la pluie et le beau temps avec Osaka, et on en parlera tout à l'heure, Rybakina qui a trouvé un coach aussi maintenant, et évidemment Coco Gauff, quoi. Donc Coco Gauff qui quand même... elle aussi. Hein, elle reste... Elle est très très jeune, on le sait, mais je trouve elle monte en puissance chaque année un tout petit peu plus. 20 ans. Et elle est quand même, pour moi, une prétendante à... franchement, elle peut gagner l'Australie. Elle peut tout gagner aussi, Coco Gauff. Donc, il va y avoir un chouette... Si Rybakina retrouve une bonne santé mentale, il peut y avoir, entre ces trois-là, je dirais même ces quatre-là, une chouette compétition. Une chouette rivalité qu'on attend depuis longtemps. Oui, et qui pourrait mettre un peu de piment dans ce tennis féminin. Oui. Et Coco Gauff, qui donc, je le rappelle, a remporté le Masters. C'est la première fois de sa carrière que ça lui arrivait. Elle a gagné dans une finale absolument extraordinaire. Elle a gagné contre Qin Wenzheng 3-6, 6-4, 7-6. C'était une bataille de 3 heures, la plus longue finale des finals de fin d'année depuis que les statistiques ont commencé à être comptabilisées. Et Coco Gauff s'est offert 2 autres victoires de prestige dans le Masters, je le disais, une contre Swiatek et l'autre contre Sabalenka en demi-finale. La question est de savoir, est-ce qu'elle est capable d'aller plus haut que la 3e place mondiale, Coco Gauff? Bien sûr. C'est certain. Parce que c'est aussi une fille... c'est une fille qui travaille beaucoup. Par exemple, c'était à Wuhan. Elle a un petit problème de service, Coco Gauff. Oui, un gros. Elle en a eu un énorme là récemment. Surtout sur sa 2e balle de service. Eh bien, elle a engagé un gars là. Donc, il y a toujours 3-4 coachs autour d'elle. Et j'ai trouvé ça surprenant parce qu'on dit toujours que, tu sais, faire des changements techniques, il y a des moments pour le faire et tu le fais pas en tournoi parce que ça peut rentrer dans ta tête. Et à 30-40, si tu es mené 4-5, je pense pas que c'est sur l'élément technique que tu dois te focaliser pour mettre la balle dedans. Mais cependant, elle était à l'entraînement et elle a travaillé longtemps, parce que moi je me suis assis, j'ai regardé avec le coach sur des exercices très simples, des fondamentaux, mais pour travailler sa 2e balle de service. Donc elle en est consciente, elle de nouveau, elle fait face à cette réalité qui est pour l'instant une petite faiblesse dans son jeu, qui ne l'empêche pas quand même de gagner beaucoup de matchs, mais elle travaille. Elle travaille, elle est déterminée, elle est très disciplinée, elle est forte, elle est athlétique au possible. Et donc... plus athlétique, quand tu regardes Swiatek, Sabalenka et Coco Gauff, c'est quand même Swiatek la plus frêle des 3. Ah oui, mais c'est elle qui est, je pense, une des plus coordonnées par contre. Elle est peut-être pas aussi costaud, mais elle va extrêmement vite.
Elle a une vitesse de déplacement qui est hallucinante et elle a aussi évidemment beaucoup de puissance. Mais les trois, si elles sont un tout petit peu différentes physiquement, elles sont surtout très similaires dans le fait d'être capables de tenir 3 heures avec une intensité très élevée. Et de toutes les trois, et je mets Rybakina dedans, même si Rybakina bouge pas aussi bien que les 3 autres, mais ce sont des filles qui ont une force de frappe qui fait la différence. Donc elles doivent pas spécialement bien jouer pour gagner les matchs. Elles mettent la balle dans le terrain, mais la qualité de balle est tellement bonne que ça reste difficile à gagner. Ce que Coco Gauff a de plus dans son jeu, à l'image d'une Iga Swiatek, c'est cette capacité en coup droit notamment de faire tourner la balle et de la faire gicler beaucoup plus que Sabalenka qui fera beaucoup plus à plat, ou Rybakina aussi. Donc il y a des spécificités, il y a des différences. Mais toutes les 4 frappent très fort, toutes les 4 sont très fortes physiquement, sont très fortes mentalement, sont toutes les 4 très ambitieuses. Et c'est pour ça que je suis certain que c'est entre ces 4-là que ça va se jouer l'année prochaine, l'année d'après, l'année qui suit. Sauf si une petite génie vient à un moment donné... la chinoise qui est là, elle est juste en dessous, elle joue très très bien aussi et elle est capable aussi d'en déranger l'une ou l'autre. Mais enfin, je mets quand même les 4 au-dessus de tout.